Écoutez de quelle façon Poutine considère que c'est de l'hystérie. Il dit « Nous assistons constamment à une sorte d'hystérie alimentée par des rumeurs sur lesquelles la Russie prévoit d'attaquer l'Europe. » Et il contre-attaque sur ce terrain-là. L'OTAN est utilisée dans le cadre d'une tentative d'absorption de tout l'espace post-soviétique. Nous devions réagir. C'est là le cœur du problème. Nous n'avons jamais été opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais concernant l'OTAN, c'est une autre question. L'enjeu est la sécurité de la Fédération de Russie, non seulement aujourd'hui, mais aussi à long terme. Notre position à ce sujet est bien connue. Nous considérons cela comme inacceptable pour nous. Nous assistons constamment à une sorte d'hystérie alimentée par des rumeurs selon lesquelles la Russie prévoit d'attaquer l'Europe. Je pense que les personnes sensées comprennent qu'il s'agit d'une provocation, voire d'une incompétence totale. Car toute personne intelligente comprend clairement que la Russie n'a jamais eu l'intention d'attaquer qui que ce soit. Elle n'a pas cette intention aujourd'hui et ne l'aura jamais. Voilà, évidemment, après l'Ukraine, quand il dit la Russie n'a aucune intention d'attaquer qui que ce soit. Qui que ce soit, ça démontre qu'effectivement, il ne reconnaît pas l'existence de l'Ukraine. Oui, c'est très clair. Mais il l'a dit. Mais il l'a dit plusieurs fois, bien sûr. Mais il l'a dit, Marion le rappelait, il l'a écrit. Il l'a écrit, dit, et puis le colonel Goya rappelait que lui, déjà, il pensait qu'en 2014, on aurait dû bouger. Il a raison. C'est le colonel qui a raison. 2014, on s'est fait enfumer comme c'est pas permis, et on a laissé faire, et il s'est dit, bon ben, j'ai la voie libre. C'est ça qui s'est passé. Et maintenant, avec du temps en retard, on voudrait essayer de repousser, sauf qu'il est bien ancré. Alors bien sûr, il progresse pas beaucoup, mais là où il est bien planté. Hein. Et pour le sortir de là, militairement, c'est pas évident. Hein. Non, mais encore une fois, la guerre n'est pas gagnable par la Russie parce qu'elle n'en a pas les moyens et elle n'est pas pas gagnable. Je veux dire, elle a déjà conservé sa souveraineté, mais elle ne pourra pas récupérer les territoires occupés. Et ça, l'Ukraine, pardon. Et ça, Volodymyr Zelensky l'a déjà dit très clairement. Comment expliquer, pour le moment, on est face effectivement à une impasse et les généraux de Poutine continuent de lui dire qu'il peut gagner en quelques mois, en tout cas le Donbass, et c'est pour ça qu'il ne veut pas arrêter cette guerre aujourd'hui. Je rappelle que ces mêmes généraux lui avaient dit qu'il serait à Kiev en 15 jours. C'est même pas les généraux, c'était le FSB, c'était les services de renseignement qui n'avaient pas la compétence. Et que des drapeaux les accueilleraient en arrivant. Non, mais si vous prenez le même discours, remplacez le mot Europe par Ukraine, vous avez la même chose en fin 2021, vous avez exactement la même chose. Dire que on dit partout qu'on va attaquer l'Ukraine, c'est une provocation, c'est faux, je n'ai jamais attaqué quoi que ce soit. Il l'a dit d'ailleurs, hein, ça a été dit et répété, donc ça n'a aucune valeur. Dire on n'a jamais attaqué qui que ce soit, il faut demander aux Géorgiens ce qu'ils en pensent, il faut demander effectivement à la Crimée en 2014, il y a eu deux vraies offensives militaires en 2014, en 2015 dans le Donbass. Non, c'est le président en exercice qui a déclenché le plus de guerres, qui a lancé le plus d'attaques contre ces... Regardez cette image, hein, le continent européen divisé. Fico, c'est un Européen, et il tient des propos contre l'Union européenne. Il est proche de Poutine à bien des égards. Écoutez sa déclaration, il compare l'Europe à une grenouille au fond d'un puits. Peut-être que les médias en rigoleront, mais avant votre arrivée, je racontais l'histoire de la grenouille. Parfois, j'ai l'impression que nous, l'Union européenne, sommes une grenouille au fond d'un puits, incapables de voir ce qu'il y a au-dessus. Le monde est très différent. L'Union européenne, quand même, c'est quelque chose. Marion Van Tetteghem, vous êtes la biographe d'Angela Merkel. On se rappelle ces heures heureuses où on voyait la solidité d'Angela Merkel, des présidents français. On se disait,
l'Europe libre, démocratique, prospère, ce sera toujours plus puissant. Et là, on la voit divisée de tous les côtés. Divisée sur les troupes au sol, divisée avec des gens qui sont assez proches de Moscou et d'autres qui sont proches des Américains. C'est très grave pour l'Europe. Oui, il y a toujours eu des crises en Europe. On dit toujours même qu'elle se construit par les crises. Mais c'est vrai que là, on est arrivé à un moment de fracturation de tous côtés. Et autant il y avait une unité qui s'était manifestée face à la guerre en Ukraine au début, qui était même inattendue, avec le soutien aussi de Joe Biden et le réveil de l'OTAN à ce moment-là. Autant, c'est vrai que là, on arrive à un moment de fracture assez tragique, avec en plus des ennemis. Elle est confrontée finalement à des ennemis à la fois de l'extérieur sur plusieurs fronts, à l'Est, en tout cas avec Vladimir Poutine, et à l'intérieur avec des forces alliées de Vladimir Poutine et entretenues par lui, notamment Viktor Orban et le Premier ministre slovaque Robert Fico. Moi, je pense que le principe de la construction européenne, c'est des transferts de souveraineté. Et je crois que la grande erreur de l'Union européenne, c'est de ne pas avoir compris qu'il y avait une différence de nature, presque d'essence, entre la souveraineté économique et, je dirais, la souveraineté vitale. C'est-à-dire ce qui relève de la défense, de la protection des frontières. Les Européens ont été d'accord parce qu'ils voyaient bien que c'était favorable pour eux d'une intégration commerciale. Le marché. Avec l'euro, c'est ça, le marché. Une intégration économique, même une sorte d'intégration diplomatique, c'est plus facile, même si c'est pas simple. C'est un peu moins difficile, on va dire, d'aller discuter avec Trump des droits de douane quand on représente tous les pays d'Europe. Même si à la fin, on sort quand même en slip, mais c'est normal parce que les Américains sont trop puissants pour nous. Mais je pense que l'erreur, cette espèce d'hubris de démesure européenne, dont Ursula von der Leyen est l'incarnation parfaite, c'est de dire, et maintenant l'Europe va s'occuper de tout le reste, y compris de la politique de défense, y compris des relations avec la Russie. Mais je pense qu'il faut un petit peu d'humilité de l'Europe, et ce qu'on est en train de voir, c'est pas qu'il y a des pays européens qui soient d'un seul coup devenus d'horribles souverainistes, hostiles à toute intégration. Non, c'est simplement que, contrairement à ce qu'espéraient peut-être les partisans d'un projet européen fédéral, les nations ne se sont pas dissoutes dans l'Europe. Et aujourd'hui, je dirais, les nations font de la résistance. Je ne vois pas les choses comme vous, Guillaume, parce que je pense qu'il ne faut pas confondre l'hubris de Ursula von der Leyen et le fait que le projet européen se soit... comment dire s'il y avait eu au contraire, je pense que l'Europe a manqué d'hubris, c'est-à-dire qu'elle s'est endormie sous la protection européenne dans une espèce de monde... américaine, dans une sorte de monde de paix où elle considérait qu'elle n'avait pas à se construire sa propre autonomie. Et c'est plutôt elle a manqué d'ambition et elle se réveille tardivement dans un désordre un peu paniqué aujourd'hui. Et les chefs d'État et de gouvernement, d'ailleurs, reprennent Ursula von der Leyen. La petite phrase d'Emmanuel Macron montre bien qu'il la recadre. Mais Ursula von der Leyen, encore une fois, c'est la Commission. Il ne faut pas confondre l'unité ou le manque d'unité aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement et la représentante de la Commission. Sylvie Bermann. Oui, tout à fait. Mais en réalité, il y a, en tout cas, des déclarations concernant la défense européenne. Elle figure dans les traités aujourd'hui. Alors, elle est difficile à mettre en œuvre, d'abord parce que les Britanniques s'y étaient opposés, alors que paradoxalement c'est la seule force qui est équivalente à celle de la France. Mais si on n'a pas un jour un bras armé de l'Union européenne, on ne sera jamais une puissance, et même sur le plan économique. Alors maintenant, il faut voir effectivement comment le faire. La difficulté, c'est que les Britanniques, qui était la seule force équivalente à la France, ont quitté l'Union européenne avec le Brexit. D'ailleurs, ils y reviennent par la fenêtre pour cette opération de volontaires. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas quelles sont les frontières de l'Europe sur ces questions-là. Parce que normalement, c'était l'Europe à 27, mais on y rajoute, en dehors du Royaume-Uni, quelques autres pays. Quand on ne parle pas de la Norvège, quand on ne parle pas même du Canada. Et donc, c'est très compliqué. On est dans une situation de confusion. On voit à quel point on se